Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Mais vous le savez, c'est jeudi, donc le jeudi c'est anthropologie et on parlera, enfin on va rectifier un petit peu l'histoire sur les razzias négrières qui avaient lieu en Afrique pendant la période esclavagiste. Ce sera tout de suite après la coupure pub avec Nyosere Kalala Omotunde, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le jeudi 30 septembre 2021 et on débute avec la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers. Et avec un coût déjà très élevé, le samplon se stabilise et reste à 1,67 €. Le gasoil route, lui, prend 2 centimes et passe donc de 1,38 € à 1,41 €. La bouteille de gaz, elle poursuit son envolée et vous coûtera 26,75 € contre 25,23 €, soit 1,52 € de plus. Vous avez augmenté que les tarifs du gaz au niveau national augmentent de 16% ce mois-ci et 58% depuis le début de l'année. Jean Castex, a priori, devrait faire des annonces pour aider les Français à le payer. Et un après les autres, les établissements de santé de Guadeloupe se mobilisent contre l'obligation vaccinale. À l'hôpital Maurice-Selbonne de Bouillante, les agents dénoncent une pression sans précédent pour un choix somme toute difficile entre peur de l'inconnu et peur de perdre son travail. Le reportage d'Olivier Félix. C'est surtout une journée pour les non-vaccinés. Donc on a voulu marquer le coup déjà pour faire comprendre que on n'est pas contre la vaccination, mais contre l'obligation vaccinale. C'est surtout ça et surtout mobiliser l'ensemble des agents qui sont non vaccinés pour leur dire qu'on doit se mettre ensemble pour se battre. Depuis quelque temps, nous sommes en train de nous menacer et arrivé jusqu'à hier, on a pris un des collègues. On l'a appelé pour lui donner son enveloppe et on lui dit, comme son contrat se termine aujourd'hui, c'est pas la peine de venir après. Alors là, nous avons fait monter en crescendo le problème. Là, on prend à bras le corps tous les problèmes pour pouvoir plus ou moins faire voir notre mécontentement, non seulement à la direction, mais aussi pour qu'elle puisse faire suivre nos revendications. On est obligé aussi d'informer les patients de la situation. Et de leur côté, ils nous soutiennent et c'est extrêmement dur aussi pour nous parce qu'on a quand même des choses à faire, on a une famille, donc c'est un choix qui est quand même difficile, mais on tient bon. C'est une situation difficile pour tout le monde, pour toute la communauté hospitalière. Nous avons une loi que nous devons appliquer. Nous comprenons les positions des agents parce qu'il y en a qui ont peur, il y a beaucoup d'appréhension, donc il faut faire beaucoup de pédagogie, mais c'est une situation qui est difficile parce que nous devons assurer la sécurité des soins et c'est là où ça peut poser problème à l'avenir si le mouvement s'intensifie. Non, aucune chance. Là maintenant, je vous dis sincèrement, les collègues et nous sommes très déterminés. On ne travaillera pas pour merci et pour voir qu'à la fin du mois qu'on ne nous paie pas. On se fera refuge devant l'hôpital, on prendra racine devant l'hôpital, jusqu'à ce que ceux qui décident soit de nous payer ou de fermer l'hôpital complètement avec nous avec. Après une nouvelle tentative de démantèlement du GIPRASPEG par l'ARS, les élus de Guadeloupe montent au créneau. Ils ont ainsi adressé un courrier au ministre de la Santé pour trouver des solutions concertées pour cet établissement qui assure le suivi des malades chroniques de Guadeloupe. On écoute Jean-Philippe Courtois. Il était indispensable pour nous que de faire remonter en plus haut lieu le point de vue des élus de la Guadeloupe concernant le fonctionnement du GIPRASPEG, une structure qui coordonne le parcours de soins des malades. Ce sont plus de 8500 personnes qui sont prises en charge chaque année.
Donc, nous considérons qu'il est indispensable de renforcer cette structure dans ses missions, de lui permettre aujourd'hui de pouvoir s'installer, se dimensionner pour pouvoir accompagner encore plus efficacement les Guadeloupéens au lieu de nous retrouver dans une situation de démantèlement. Et c'est cela que nous avons souhaité donc exprimer au travers de ce courrier dirigé au ministère donc, de la Santé, mais surtout que nous puissions aussi réaffirmer qu'aucune décision ne puisse être prise en Guadeloupe sans l'aval des élus. Nous proposons de renforcer la dynamique autour d'une structure qui a déjà donc fait ses preuves et de pouvoir continuer avec le GIP plutôt que de repartir à zéro, ce qui nous ferait perdre un temps énorme et qui pourrait aussi déstabiliser le malade en bout de course. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le GIP fait un extraordinaire travail sur le territoire de la Guadeloupe, mais malheureusement aujourd'hui le personnel a peur, le personnel ne sait pas où il est, le personnel ne sait pas où il va par rapport à l'organisation de l'ARS aujourd'hui qui souhaite organiser et mettre en place un DAC sur le territoire, un conseil d'appui de la coordination sur le territoire sans consulter le GIP. Donc la directrice ne fait pas partie du comité de pilotage de ce GIP, de ce DAC. Donc cela présuppose que le GIP ne sera pas partie prenante dans l'organisation de ce nouveau dispositif. À cet effet, nous avons rencontré le personnel et nous avons discuté avec le personnel. Nous avons compris les préoccupations du personnel. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a un communiqué de presse qui a été envoyé à la presse par rapport à la situation du GIP et le soutien du conseil départemental et du conseil régional sur cette situation. Et également, un courrier a été transmis au ministre, M. Véran, de la solidarité et de la santé pour prendre en compte la situation du GIP sur le territoire de la Guadeloupe et trouver les bonnes solutions au plus vite. Nous attendons du ministre qu'il s'appuie sur le point de vue et sur l'orientation stratégique des élus. Car nous ne pouvons pas concevoir qu'une telle décision soit prise sans que les élus de la Guadeloupe ne soient interpellés. Il y a donc un collège, un COPIL, qui travaille donc à la mise en place donc d'un certain nombre de structures sur le territoire. Il faut que les élus soient consultés. La rectrice d'académie entend réduire la période des petites vacances scolaires, de quoi rattraper les retards cumulés à cause des mesures sanitaires et diverses fermetures des établissements ou bien les absences des enfants. Et pour la FSU, en tout cas, il s'agit d'une drôle de manière de remercier le corps enseignant qui a assuré la prise en charge des enfants, des personnels soignants pendant cette crise. Regardez. Aujourd'hui, nous étions en train de siéger donc en CAEL, le Conseil académique de l'éducation nationale, où sont regroupés bien sûr les élus, l'ensemble des élus, les collectivités territoriales majeures, mais également le préfet, la rectrice, les représentants de parents d'élèves ainsi que les représentants des personnels. Mais aujourd'hui, nous avons assisté tout simplement à une décision unilatérale de la rectrice de réduire le nombre de jours des petites vacances, pour tout simplement afficher une volonté de rattrapage scolaire, mais nous savons pertinemment que c'est tout à fait inutile. Aujourd'hui, il aurait mieux valu maintenir le calendrier des vacances scolaires tel qu'il était. Lorsque vous avez l'ensemble des personnels et l'ensemble des élèves dans une situation aussi anxiogène, il faut absolument maintenir le calendrier et faire justement que les petites vacances permettent à tout le monde de se régénérer et pouvoir repartir. Vous savez, nous sommes dans une situation où lorsqu'on devrait mettre des moyens pour les services publics et plus particulièrement pour les services publics d'éducation, à chaque fois, c'est à minima, en modifiant par petites touches un calendrier scolaire, en faisant de telle façon qu'effectivement on puisse faire croire aux parents qu'on est en train de prendre en charge correctement leurs élèves. Mais en réalité, les moyens ne sont pas là et nous n'avons aucune garantie pour assurer, que les établissements restent ouverts, quel que soit ce qui pourrait se passer par la suite. Et nous n'avons aucune garantie pour pouvoir notamment prendre en charge les enfants en présentiel, et c'est dommage. Les collègues ont le sentiment de ne pas être considérés. Nous avons des collègues qui ont dû donc travailler énormément, pratiquement dès la fin du mois d'août, pour pouvoir revoir la totalité de leur programmation, lorsqu'ils ont appris que dans un premier temps, il y aurait eu un apprentissage en distanciel, puis ensuite un apprentissage en hybridation. Donc vous voyez bien qu'il y a eu énormément de travail de fait, beaucoup donc d'abnégation de la part des équipes. Et lorsqu'ils apprennent que d'un coup, d'un seul, Madame la rectrice ne prend même pas en considération le fait qu'ils étaient dans les établissements dès le 6 septembre,
vous voyez bien que pour eux, c'est effectivement le mépris de tout ce qu'ils ont pu mettre comme engagement. Lorsque vous savez que grand nombre d'enseignants, notamment dans le premier degré, ont pris en charge les enfants des soignants, des personnels indispensables à la gestion de crise dès le 1er septembre, ben là aussi, monsieur le secrétaire général et madame la rectrice ont balayé d'un revers de main l'ensemble donc de ce temps de travail et de cet engagement. Et aujourd'hui, oui, nous avons des équipes meurtries par cette attitude et nous craignons malheureusement que ça n'engage nullement justement ce dynamisme qui est nécessaire lorsque nous avons une période de crise. Mise en vente à la mi-juillet, l'hôtel Salaco est en cours de reprise par un groupe de France hexagonale. Un nouveau changement de direction qu'appréhendent les salariés qui réclament d'ores et déjà le maintien des 59 emplois et tous les acquis sociaux. Maxime Morel est parti à leur rencontre. Aujourd'hui, là, nous n'y un repreneur, qui nous n'y chance de trouver un repreneur, qui est un groupe métropolitain. C'est la première fois que nous avons un groupe métropolitain qui a travaillé avec nous. Ça, nous avons souhaité qu'il travaille convenablement avec nous, qu'il respecte tout acquis en nous. Ça fait longtemps que nous goumons pour acquis en nous. Nous n'avons pas jouer sur ça. Convention collective en nous de Guadeloupe, nous tenons à conserver. Et fait savent que nous là, nous comptons nous ni, mais lui aussi fait content qu'ils trouvent salariés et fait respecter salariés. Ça nous attend, c'est que les repreneurs là ça. Ils maintiennent tout acquis à les travailler, c'est-à-dire notamment la convention collective des hôtels de Guadeloupe et tous les acquis que les travailleurs et j'attrapais au niveau Salaco. Et aussi que, comme quoi qu'ils maintiennent tous les 59 emplois qui nient actuellement au Salaco. Nous attendons à ce que nous travaillons en collaboration, nous attendons des améliorations. Nous savons que c'est une situation difficile avec la crise là, mais nous qui fait face, parce que nous toujours fait face à certaines choses, donc là aussi nous qui fait face à elles, et que nous travaillons ensemble. Parce que c'est un travail qui est fait en équipe, que ce soit patron, que ce soit travailleur, souvent nous pas travailler la main dans la main, quand il y a besoin, nous besoin, alors nous travaillons en collaboration. C'est ça nous attendons. Le maire de la ville de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, le préfet de région Alexandre Rochat et le directeur des finances publiques ont signé ce jour un quorum, un contrat d'engagement réciproque préalable au contrat de redressement outre-mer. Ce dispositif vise à accompagner sur le long terme les communes désireuses d'un retour à l'équilibre financier. Une première tranche de 840 000 € exclusivement consacrée au paiement des dettes fournisseurs a été acté aujourd'hui, plus un complément de 294 000 € qui devrait être versé avant le 31 décembre prochain. Une goutte d'eau dans la mer quand on sait effectivement que le déficit de la ville de Pointe-à-Pitre atteint les 90 millions. Mais ce contrat préfigure en fait le vrai accord quorum dont la signature effective garantira l'accompagnement de l'État sur 3 ans. Le reportage. C'est un contrat qu'on fait en préalable pour préparer le contrat majeur qui est le contrat de redressement des finances de Pointe-à-Pitre. Vous savez, on a signé avec Basse-Terre il n'y a pas très longtemps un contrat de ce type. C'est un contrat qui engage pour 3 ans avec des engagements réciproques de l'État, d'assistance technique, d'appui financier. Et puis la commune, en échange, eh bien, elle s'engage sur un certain nombre de mesures de restructuration de sa commune pour revenir à l'équilibre financier. L'objectif, il est celui-là, c'est de retrouver l'équilibre financier pour la commune, pour lui permettre eh bien, de se projeter dans l'avenir, de pouvoir réinvestir, de pouvoir payer ses fournisseurs évidemment quand il le faut. Donc c'est ça l'objectif. Cet objectif de contrat, on ne peut pas encore le signer avec Pointe-à-Pitre parce que le diagnostic n'est pas encore complètement partagé, on n'a pas encore toutes les marges de manœuvre connues de la commune ou que nous connaissons nous. Et donc on a besoin de partager et d'approfondir encore la connaissance. Et donc là, on vient de signer un accord préalable pour mettre à disposition d'un certain nombre de moyens de la commune, en échange duquel, avant la fin janvier 2022, on signera le contrat quorum. Alors nous côté DRFIP, on a déjà établi un audit de la financier de la collectivité. Donc on a établi une analyse financière rétrospective où on a pu voir un petit peu quelles étaient les marges de manœuvre de la commune, notamment au niveau de ses dépenses. Et on va suivre en fait dans le temps l'exécution du contrat au niveau financier de la commune. Après, il y a d'autres partenariats plus bilatéraux qu'on peut mener avec la commune, comme par exemple un audit sur le niveau de ses dépenses, de la dématérialisation également de ses recettes, du paiement de ses recettes. Il y a plusieurs autres aspects que l'on peut envisager avec elle. Ce contrat ne résulte pas d'un rêve d'hier soir, c'est un processus qui est engagé depuis notre élection. Et après avoir manifesté la rigueur
qui nous anime pour gérer cette ville, nous avons inspiré confiance puisque nous sommes une des 3 communes retenues sur 19 qui étaient candidats en Outre-mer pour ce redressement. Donc, ayant déjà gagné cette pré-confiance, si on peut dire, nous signons aujourd'hui un accord méthodologique qui consiste à mettre à la disposition de Pointe-à-Pitre une assistance technique pour pouvoir faire le diagnostic précis, parce que les chiffres que nous fournissions avec nos services n'étaient pas fiables. Donc nous avions besoin de ce renfort de technicité, d'expertise financière. L'État va mettre à notre disposition, à compter de lundi, par l'intermédiaire de l'Agence française de développement AFD, va mettre à notre disposition une experte en finance qui va venir comme directrice financière à Pointe-à-Pitre, accompagner nos services pour pouvoir faire parvenir à l'État les bons chiffres, les bonnes données qui nous permettront de définir une trajectoire fiable de retour à l'équilibre. Et puis on va mettre aussi à disposition une subvention exceptionnelle de 840 000 € à disposition de la commune d'ici à la fin de l'année pour qu'elle puisse régler une partie de ses dettes de fournisseurs et chez les PME, avec un objectif de payer les PME. Quand certains affichent des déficits, d'autres accusent des excédents qu'ils doivent justifier auprès de la justice. L'ex-président Nicolas Sarkozy, vous l'avez probablement entendu, écope d'1 an de prison ferme, une peine quand même aménagée avec port de bracelet électronique. Il est condamné pour financement illégal de campagne électorale, l'affaire Big Malion. L'UMP a utilisé un système de fausses factures pour masquer les dépassements de frais de campagne en 2012. Le comptable effectivement de l'UMP a d'ailleurs reconnu pour un montant de 10 millions d'euros de fausses factures. Et après une cuisante défaite aux élections régionales et départementales, Josette Borrell l'incertain est lâché par son parti politique. Le Parti socialiste lui laisse le soin d'accuser le paiement des 149 463 € engagés pour la campagne. Et dans un courrier adressé à la fédération du PS, Josette Borrell l'incertain évoque une exécution financière orchestrée par Victorin Lurel et Hilaire Brudet. Et plus qu'un mépris, cette dernière pense que ses amis d'avant-élection tentent de l'éliminer du larel politique de la Guadeloupe. Et l'établissement français du sang peine toujours à collecter le sang nécessaire pour répondre aux besoins de notre département. Et avec la raréfaction de la ressource au niveau national, les niveaux de stock sont très inquiétants. Vous pouvez donc donner votre sang comme à l'accoutumée. Si vous avez eu le Covid, c'est 14 jours après avoir contracté ou à la fin des symptômes. Et si vous êtes vacciné, vous pouvez donner votre sang. Regardez. Alors la situation réelle aujourd'hui est que les stocks sont très bas au niveau national, ce qui bien sûr est tout à fait préjudiciable pour la Guadeloupe, étant donné qu'on ne prélève toujours pas assez en Guadeloupe, qu'on n'est toujours pas autonome pour le don de sang. Alors il y a un délai de 14 jours après la guérison du Covid, et je tiens à dire aussi, puisqu'on a souvent la question, qu'on peut donner si on a été vacciné, qu'on soit vacciné ou pas vacciné, on peut donner. On attend qu'il y ait un maximum de donneurs qui se présentent. Et là, pour l'instant, ça se présente bien, puisqu'on a quand même beaucoup de monde qui attend. Presque, voilà, on est désolé, on a une capacité qui ne nous permet pas d'être plus rapide, mais on a beaucoup de monde qui attend. On espère que ça sera pareil, que ça se reconduira les jours prochains aussi. Une bonne journée, c'est entre 40 et 50 poches. Voilà, en sachant qu'on a quand même des jours où il y a la maison du don qui est ouverte. Et on peut prélever et en collecte mobile avec le camion et à la maison du don. Ça serait que tout le monde peut être concerné par les besoins de transfusion et qu'il faut que tout le monde participe. Il faut qu'on arrive à être autonome. Et c'est à chaque Guadeloupéen de se mobiliser pour atteindre cet objectif.
Et le 10 juillet dernier, des centaines de poissons morts ont été retrouvés eau et lieu à Sainte-Anne. Après avoir signalé cette grave pollution et porté plainte, l'association Rêve alerte sur le nouveau poste de refoulement des eaux usées. Une démarche citoyenne saluée par le maire Christian Baptiste qui indique qu'il sera auditionné dans le cadre d'une plainte déposée par le parquet. Il précise par ailleurs que depuis le 27 juillet, les eaux de baignade sont conformes. Pas sûr pour l'association Rêve qui alerte effectivement encore une fois sur ce poste de refoulement des eaux usées. Le reportage. C'est suite à une plainte que notre association, le Rassemblement écologiste volontariste, a déposée par voie postale avec accusé de réception au procureur de la République. Comme notre association, elle a pour vocation de protéger la nature et de servir d'alerter quand il y a des dysfonctionnements. Et il se trouve que le 10 juillet, précédemment, nous avons été alertés parce que des poissons morts ont été retrouvés dans la mangrove qui est juste à côté d'ici. Il est clair qu'il y a eu une réactivité du côté de la mairie de Sainte-Anne, à savoir qu'ils ont alerté la police de l'eau. Mais depuis, nous n'avons pas d'informations qui sont remontées à la surface. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de déposer une plainte au procureur de la République afin de connaître les responsables, de les identifier, les responsables de ce désastre écologique. Il suffisait de s'adresser au maire de Sainte-Anne et de lui demander exactement quelle était la suite de son courrier. Et en fait, suite à ce courrier du 10 juillet où nous avons saisi la police de l'environnement, une plainte a été déposée par le parquet. Et d'ailleurs, il y a une instruction. Donc venir aujourd'hui déposer une autre plainte par cette association, eh bien, c'est tout à fait louable. Et d'ailleurs, je félicite la démarche de la protection de l'environnement d'une manière générale. Mais à ce niveau-là, nous avons su balayer devant notre porte. Et donc, il y a une plainte qui est en cours, déposée par le parquet. Et d'ailleurs, je serai entendu, je serai auditionné par la gendarmerie. Deuxièmement, nous avons demandé à l'ARS d'intervenir sur les eaux de baignade. Et effectivement, le 22 juillet, l'ARS est intervenue et le retour est que les eaux de baignade du Helleu et notamment aussi de l'Anse du Bélé sont conformes. Et c'est pour cela, le 27 juillet, j'ai adressé un communiqué de presse pour expliquer la démarche et surtout lever l'arrêté qui interdisait la baignade. Nous ne pouvons pas rester insensibles à ce que cet écosystème qui renferme une biodiversité animale et végétale particulière, qui est répertoriée, que ce soit au niveau des oiseaux, des libellules, qu'elle soit, et puis de la mangrove, qui est quand même notre poumon, qu'elle soit souillée par des... Apparemment, il semblerait que ce soit la main de l'homme, puisque nous sommes juste à côté du poste de refoulement et on constate de visu et puis de manière odorante qu'il y a des émanations et qu'il y a quelque chose de visuel qui n'est vraiment pas agréable. Donc, nous sommes une association écologiste et notre vocation, c'est vraiment de protéger notre environnement parce que nous le préparons pour les générations futures. Et concernant le poste de refoulement, d'ailleurs, j'invite à tous ceux qui le souhaitent de me rencontrer. Et aussi, nous allons convier notamment la nouvelle structure d'eau et d'assainissement, le SMEAG. Et juste parce que nous avons reçu déjà le directeur ainsi que M. Franck Zadig qui est le directeur de l'assainissement. Et nous avons prévu notamment un schéma d'assainissement que nous allons adopter normalement d'ici la fin de l'année concernant toute la zone de French, de Gissac et aussi du Helleu. Et concernant ce poste de refoulement, eh bien la structure unique qui s'occupe de l'eau et de l'assainissement s'en charge. Mais j'invite à cette association, pourquoi pas, à l'association Rêve, de s'adresser à moi. Je pense que c'est plus simple parce que nous avons beaucoup d'informations et nous pourrons avoir une réunion avec l'ensemble des parties. Comme ça, ils auront purement et simplement des informations. Parce que là, bon, pour l'instant, je dirais que c'est un peu en décalage. Parce que là où nous avons déjà agi, c'est à ce moment qu'ils réagissent. Un reportage signé Michel Depape. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Et avant de se quitter, je souhaite un joyeux anniversaire, un joyeux jour de toi à Julie Perrault, qui est étudiante
en médecine. Et c'est le docteur Mona Edreville qui passe le mot, justement, puisqu'elle était collègue avec sa maman, Perrault Christelle, qui était ancienne responsable de la HAD, donc l'hospitalisation à domicile. Elle est décédée il y a 3 ans. Mais en tout cas, Mona, justement, voulait adresser un très joyeux anniversaire à sa fille, qui effectue un gros job, justement, en médecine, comme sa maman. Voilà, chers téléspectateurs, passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus en jeudi anthropologie et nous ferons quelques petits rectificatifs sur les razzias négrières qui étaient opérées pendant la période de la traite négrière. On verra ça avec le professeur Nusere Kalala Omotunde. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, eh bien, je re-souhaite un joyeux anniversaire à Julie Perrault qui apparemment fait un super job justement en médecine. Donc joyeux anniversaire à toi. Et on dit bonsoir à Alain Hain, bonsoir à Viviane Coton, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Jimmy Kamagouva-Aliar, bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Lapitre Prunet, bonsoir à El Canario Valentino Cardona, Igualmente Marie HB. Bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Marie Rutil, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Marius Labissi, à Lydie Ratier, bonsoir à Paco Sunshine, bonsoir, j'essaie de remonter à Annie Steven Potino, bonsoir à Odile Zingilé, bonsoir à Eluxin Mathieu, bonsoir également, à qui d'autre, à Shabaka, bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à qui d'autre, encore quelques-uns, à Lovely Popod, bonsoir à Sylvia Jacques Crétide et bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Ampasav Mako, j'aime bien dire Ampasav Mako. En tout cas, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur l'antenne de Canal 10 Télévision. Encore un joyeux anniversaire à Julie Perrault. On se retrouve tout de suite après la coupure pub avec le professeur Omotunde.